Hey yeah! Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé DJ Joe. Joe, sois le bienvenu dans l'émission The Doc House, c'est un plaisir de te recevoir, voilà. Alors peut-être que des gens qui regardent ne savent pas qui c'est, mais voilà, on va pas... Là, en attendant, on est avec une légende voilà, du hip-hop français, quelqu'un de très important. Voilà. On exagère un peu. Non, mais c'est important de le dire. Voilà, on est avec quelqu'un de très important que tout le monde ne connaît pas forcément, mais bon, ceux qui connaissent bien le connaissent. Mais voilà, c'est l'occasion d'approfondir justement sur ton parcours, Joe, parce que nous-mêmes, on ne sait pas tout. Voilà, on a des choses... Voilà, pas mal de questions à te poser et puis c'est un plaisir, voilà, comme je l'ai dit, de te recevoir dans The Doc House. Donc avant d'aborder le vif du sujet, donc à savoir le hip-hop quand même, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans ton enfance les musiques qui t'ont marqué, qui t'ont bercé, voilà, qu'on ait un petit peu la base si tu veux, je t'en prie. Okay. Les musiques qui m'ont bercé, Beatles, Elvis Presley, John Vincent, Eddie Cochran, très rock'n'roll, après Charlie Parker, ça a tourné au blues. Ok. T'es de quelle année, Joe, pour que les gens se situent, ou à peu près, hein, tu peux 1er dire. janvier 67. Ok, d'accord, bon bah voilà, c'est pour que les gens se situent, je t'en prie. Si t'as des artistes à rajouter... Non, ça c'était vraiment quand j'étais très jeune, j'écoutais ça, et après j'ai tourné funk, soul, jazz, funk, très tôt, mandrill, toutes ces choses-là. D'accord. Et voilà, quoi, tout ce qui est black music américaine. Ok, d'accord. Complètement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va te mener alors voilà, tu me parlais de la black music et tout ça. Qu'est-ce qui va te mener à la culture hip-hop, au rap et puis même à tout ce qui fait cette culture? Alors, écoute, moi, j'ai acheté beaucoup de vinyles déjà très jeune. Et le truc qui m'a déclenché pour le hip-hop, c'était Sydney, l'émission hip-hop en 84. 83, 84. Qu'on salue très fort à Sydney. Lui, il a été le déclencheur de tout. On peut dire ce qu'on veut. Oui. Ça va faire hurler certains super puristes, mais on s'en fout. Parce Exactement. que sans ce mec-là, il y en a plein qui ne seraient pas où ils sont. Et moi, le premier. Enfin, je suis pas nulle part, mais bon, en tout cas, voilà, on n'aurait pas eu cette passion absolue. Je vois ce que tu veux dire. Donc lui, avec l'émission hip-hop, ça m'a déclenché vraiment l'amour du hip-hop. Et bon, j'avais découvert de mon côté, c'était Sugar Ray Gang, 79. Bien sûr. J'habitais à Pierrefitte à l'époque. Ok. D'ailleurs, Sydney venait à Pierrefitte, à la maison. J'allais chez lui, il habitait à Villemomble et tout. Okay. On a fait pas mal de trucs. Lui, il a fait hip-hop. Après, je l'ai connu. On est devenus copains. Okay. Il avait son DJ qui est un génie absolu, c'était Franck, des PCB. D'accord, ok. Franck, le scratcher fou. Paris City Breaker, ouais, c'est ça, voilà, pour les gens qui ne il a connaissent commencé pas. par le break, mais Franck, c'était un autre level, c'était un génie, il était avant-gardiste, il faisait des cuts, des scratchs. D'accord. C'est un compositeur de folie, c'est un grand DJ. Franck, il m'a beaucoup inspiré aussi. Ok. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais il faut dire les choses. Non, mais on est là pour ça. Hein. Voilà. Et puis voilà, on est devenus copains. Après, Franck, j'étais un peu son DJ, je l'accompagnais dans les soirées. Puis notamment Radio 7, où on a défilé pour protester quand ils ont voulu fermer Radio 7. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de ça. On va revenir à ton début dans le DJing. Mais voilà, vu que tu en parles de Radio 7, déjà peut-être explique aux gens qui nous regardent ce que c'était Radio 7. Et puis parle-nous de cette anecdote. Alors, Radio 7, Sydney faisait des émissions. Et moi, je faisais les mégamix en live avec les Technics, les 1200 MK2. Okay. Avec 3-4 techniques en même temps. Mais ça, bon, là, on est passé après. Avant ça, il y a eu le terrain vague. On va y revenir, je t'en prie, ça, c'est pas grave. Mais voilà, vu que t'en parlais, le terrain vague, le gogo, après, il y a eu ça. Et bon, voilà, Sydney, c'est notre father, notre big brother il a tout déclenché. Ok, et c'est important, voilà. Gros big up à Sydney. Et du coup, voilà, tu parlais du DJing. À quel moment tu vas te mettre, voilà, comment tu vas te procurer tes premiers matos, où tu vas officier en premier, parle-nous un petit peu de tes débuts. Moi, j'étais DJ en boîte très jeune et je mixais de la funk parce que je viens de la soul et de la funk. Ce que tu nous disais, exactement. Et du jazz à la base, parce que comme je suis musicien, c'est mon truc. D'accord. Et après, celui qui m'a vraiment déclenché dans le scratch et dans le tout premier qui m'a déclenché, c'est Franck, des PCB. Voilà. Quand je l'ai regardé à hip-hop, le mec, il avait des cuts tellement précis, tellement... il est très talentueux. Okay. Moi, je suis très difficile. Hein. Dynasty te dira, on a fait un dîner il n'y a pas longtemps, et tout le monde te dira que j'étais très précis. Mais Franck, c'est lui qui m'a déclenché à avoir envie de faire du scratch. Et celui qui m'a appris... Et en fait, on a fait un dîner il n'y a pas longtemps chez moi. Il y avait tous les anciens que j'ai réunis. C'est Dynasty. C'est Daniel. Il m'a appris le mouvement du scratch.
D'accord. Et c'est lui Parce qui que t'a lui m'a initié. rappelé, parce que moi-même j'avais oublié. Donc il m'a rappelé ça, et après, bon, c'était parti, et voilà, j'ai vite évolué, vite appris. Et... D'accord. Et bah du coup, vu que tu nous parles de Dynasty, et t'en parlais d'ailleurs juste avant, donc on va parler du terrain vague de la Chapelle quand même, Ouais. parce que moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'étais pas né, voilà, parce que la façon où je vais le dire, voilà, que je t'ai connu, mais je n'étais pas né, hein, bien évidemment, mais en tout cas que j'ai eu connaissance de ta personne, c'est à travers des vidéos, du coup, qui Ouais, traînent sur YouTube, où on te ouais, voit, du coup, avec ton pull en laine de l'époque, là, tu ouais, vois, le style ouais. bien Et et mes tout. cheveux longs à Exact. l'époque. Ils sont plus courts maintenant. Non, non, mais c'est les styles de l'époque, de toute façon. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Donc, parle-nous un petit peu voilà, de la genèse, de comment ça s'est passé, comment tu te retrouves là-bas. Je t'en Alors prie, moi, je Joe. passais tous les jours devant chez Daniel, chez Ticaret. Yes, Dan, gros big up. Donc Dynasty avait repéré le terrain de son côté, moi j'avais repéré du mien, et je commençais à être pas mal avec Daniel. Bon, déjà grand respect, c'était voilà, un peu le grand frère. Et on a uni nos forces, comme tu as vu sur la vidéo qui tourne il n'y a pas On va longtemps. en parler. Voilà. Et on a uni nos forces, et moi je louais le groupe électrogène. En fait, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle a connu Daniel depuis très longtemps. C'est la Mama Corse, c'est la Mama. D'accord. Elle nous louait d'un groupe électrogène à Saint-Denis-Basilique, parce que moi j'habite à Pierrefitte. Ok. Donc je passais prendre Daniel chez lui, il D'accord. était en 19e. Et je ramenais les techniques, enfin les platines, les enceintes, tout ça. Je passais prendre Daniel, parce que lui il était en scooter, donc c'était pas pratique. Donc on chargeait ses bacs de disques dans la voiture. On partait au terrain vague, et puis on avait l'équipe rapprochée. Il y avait Daniel Ticaret, Muck, Abdel, Ok. qui lui c'était un monument. Muck, c'est Muck. Hein. D'accord. Ouais, dédicace. Il manque beaucoup, grosse dédicace à Muck. Bien sûr. Et on passait tout. Il y avait tous les copains qui nous aidaient. Il y avait Teufa, il y avait Scott, il y avait, il y avait tous les anciens. Présent, hein, qu'on salue très fort, Scott, bien sûr. Scott, et on passait le matos par-dessus le mur. Et moi, ça m'avait déclenché parce que je voyais Beat Street, Oui, le film, du coup. voilà, Ok. qui est une révélation absolue, qui était en boucle. Alors, il y a eu Black Street 84, il y a eu Cross Crew, il y a eu tout. Mais Beat Street, c'est le film à voir. Et ils avaient sorti un album, volume 1, volume 2. Un album, je crois que c'était Rose et Jaune, que je vous conseille de vous procurer si vous arrivez à le trouver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui en parle de Beat Street, nous, on a piqué les blocs parties à Beat Street, parce que les Américains sont toujours devant nous. On peut monter et descendre. Les Américains, ils sont avant-gardistes dans tout. C'est un fait. En tout cas, oui, dans beaucoup de choses, c'est vrai. Donc, le terrain vague à la Chapelle, c'était Daniel et moi, ou moi et Daniel, on s'en fout de l'ordre. Ça fait, et grâce à la Mama, ça a été possible, parce que c'est elle qui nous payait le groupe électrogène. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je suis content Voilà. qu'on en parle, parce qu'on comprend un peu mieux tout ensemble. Et bon, il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps, Le Monde de Demain. qui a été tournée chez moi, ouais, et qui est super. Et bon, ils ont oublié un peu de monde quand même. Je crois qu'il y avait un manque de moyens, à ce que j'ai compris. D'accord. Voilà, ils ont oublié un peu de monde. Oui, on te voit pas dedans, je crois. On ne voit pas encore. Moi, je m'en fiche, parce que j'ai pas. Ils ont oublié Muck, ils ont oublié Scott, ils ont oublié plein de monde, ils ont oublié Teufa, ils ont oublié plein de gens, parce qu'ils étaient ou mal renseignés, ou ils n'avaient pas de budget. C'est un peu dommage, parce que quand tu regardes ça, ça te crispe un peu les dents. Quand tu fais une série de cette importance, surtout avec des monuments comme NTM, comme Joey, le frère de Scott et Bruno, c'est quand même les boss. Hein. C'est des monuments, les mecs, qu'on peut monter et dire ce qu'on veut. C'est un groupe très important, en tout cas, ça c'est indéniable. Eux et Ayam, c'est tout. Maintenant, quand tu fais un truc comme ça, il faut quand même vraiment bien te renseigner, creuser un peu et savoir qui est qui, si tu veux donner la vérité. Bien sûr. Maintenant, c'est pas très grave, mais il faut, on rectifie les choses un petit peu. Exactement, on est là pour ça aussi, de toute façon. Et écoute, je te remercie, Joe, là-dessus. Et je remercie d'ailleurs Daniel d'avoir été très gentleman il y a 2 dimanches, et d'avoir pris le micro sur cette fameuse vidéo qui tourne, et d'avoir dit, après toutes ces années, que le terrain vague a été possible parce que c'était moi, et qu'on a uni nos forces, et c'était lui, et voilà. C'est vrai. Ça, c'est bien. J'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'était assez émouvant, la façon dont... Enfin, il avait l'air assez ému, en tout cas. J'étais ému, j'étais surpris, mal à l'aise. Bon, Scott, MC absolu, ce qui est maximum respect. Solo, pareil, tous ces anciens-là. J'ai fait un dîner il n'y a pas longtemps où j'ai réuni tout le monde. Il y avait Cut, qui était un peu notre petit.
DJ Abdel n'était pas présent. Ok. Mais c'était très sympa, c'était très émouvant en tout cas. Et bah c'est super. Bah, en tout cas, si vous arrivez encore à vous retrouver et tout, à faire des petits moments comme ça, c'est nickel. Et Daniel Ticaret, bon, monument absolu qui était là aussi. Ah bah oui, non, une crème en plus, Daniel, non, vraiment, gros big up à Dan de Ticaret, vraiment, non, c'est clair. Et d'ailleurs, bah, on a fait une émission sur Moda et Dan, allez la voir, voilà, un petit aparté, le petit podcast est disponible dans The Doghouse. Et du coup, bah, Joe, tu me parlais du terrain vague, et je sais que, bah, du coup, voilà, je parlais des podcasts, on a fait un podcast sur Destroyman et Johnny Go. Je sais que Johnny Go et Destroy étaient souvent là, c'était un petit peu même eux les MC du terrain. Ils étaient des fidèles, et Destroy, on est toujours très copains. Johnny Go, je l'adore, mais je l'ai perdu de vue, je ne sais plus ce qu'il devient. D'accord. À l'époque, il y en a un qu'on a oublié, qui était aussi beaucoup avec nous, c'était Gilles, boxeur. D'accord, voilà, ok. Avec son Doberman et sa camionnette. Sa camionnette. Il y avait aussi des grands mecs comme Colt. Oui, bah oui. Colt, qui faisait tous les logos de tout le monde, là, bien Colt, sûr. Lui, Colt, c'était un peu l'outsider, mais génial, qui déchiquetait tout le monde. Pas de souci. Il déchiquetait tout le monde, Colt, avec ses graphes absolus. Le mec était... voilà, tout ça, c'est des gros mecs. Il y avait Bruno, Chic. Oui, voilà. Chic, quelqu'un de très important aussi. Des TCG, Nec Plus Ultra. Il faisait du beatbox aussi. Nec Plus Ultra, c'est moi qui l'ai créé. Et vas-y, parle-nous un peu des Nec Plus Ultra. Nec Plus Ultra, c'est moi qui l'ai créé. Ça, c'était après le terrain vague. D'accord. À la fin du terrain vague. Et Bruno, lui, pour moi, Bruno était plus fort que Dougie Fresh. En beatbox. Mais c'est vrai qu'il y a des extraits qui traînent. Il n'y en a pas 10 000, mais vraiment, le gars, effectivement, n'avait rien envié à... C'était un génie absolu. Mais il y a des mecs comme ça, ils sont à part, sur notre planète. Bruno, c'était un tueur. En break, pour moi, le meilleur breaker de l'histoire du break, c'est Noël. Voilà, Nec Plus Ultra, qui avait un pas de préparation absolument extraordinaire que personne n'a jamais réussi à faire, et un Thomas coupole, dos, tête, couronne absolue. C'est fort, ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Tu sais, moi, tout ça, c'est tellement loin. Oui, non, bien sûr. C'était pas prévu de revenir dans le truc. Il y avait beaucoup de taggers aussi. Il y avait les BBC, les CTK, tout ça. Est-ce que tu te souviens un peu d'eux? Si tu as des anecdotes, de choses... Mais évidemment, je me rappelle les BBC énormes. Big up, d'ailleurs, oui. Il y avait plein de monde, et c'était quand même... et à l'époque, c'était plus sain, c'était plus sympa, moins agressif, c'était plus vraiment, il y avait des mecs, que des passionnés, je voyais tous les mômes à la fin du terrain vague, tout le monde venait en avance pour nous aider à passer les disques, le groupe électrogène, les platines, la sono et tout. Il y avait un esprit collectif, quoi. Voilà, il y avait un esprit à l'époque du hip-hop qu'on n'a plus maintenant. D'accord. Qui était très, comment dirais-je, c'était plus jovial, plus convivial. Après, peut-être aussi qu'il y avait moins de monde, donc ça allait peut-être aussi avec, c'était les débuts, aussi, tout ça. Mais c'est vrai qu'on parle des années 80, mais c'est vrai que c'est une époque, que ce soit dans le rap, enfin le hip-hop, mais même dans le milieu reggae, tu sais, même dans le milieu punk et tout ça, j'ai l'impression que c'était une époque où les gens se mobilisaient très facilement. C'était plus convivial. Ok. Et c'est plus convivial. Tout le monde à cette époque-là, ce que je vois moi, c'est que tout le monde se respectait plus. Il y avait moins de... Ouais, on se prenait moins de haut, peut-être. Moins de violence, c'était mieux avant. D'accord. Écoute, ok, je te remercie, Joe. Et du coup, je reviens à Radio 7 quand même, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux me parler, parce que je sais que les Nec Plus Ultra aussi allaient beaucoup à Radio 7. Il y a des freestyles de Richie. Non, mais bien sûr, oui, voilà, vous y allez tous ensemble. Richie, parle-nous un peu de ça. Voilà. Richie, c'était un génie de l'écriture. Il rappait à sa manière à lui, qui était unique. Il débitait, c'était une mitraillette. C'était une TR-808 couplée avec une TR-909, couplée avec une SP12 et avec une 440. Lui, c'était un fusil mitrailleur, très très fort, Richie. Et il débitait tout le temps. Il n'y avait même plus de place pour la musique, mais avec une plume incroyable. Puis une rage là comme ça. Et puis Noël, au moment où il a rappé aussi. Ah oui, Noël, il rappait très bien aussi. Il y a une vidéo sur YouTube. Déchiré Noël. Et après Noël, je vais passer mes platines. D'ailleurs, ça, c'est les platines, celle-ci, là, que tu vois, qui était au terrain vague. Yes, on les prendra en photo. Il y en a une autre dans le flycase, là. Yes. Et que Noël, d'ailleurs, m'a ramené parce que je lui ai laissé pendant 25 ans. Moi, je suis parti aux États-Unis, je suis parti voyager un peu partout. On va en parler, bien sûr. Et voilà. Et Noël me les a ramenés l'année dernière, je crois.
parce qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps. D'accord. Et il me les a ramenés l'année dernière. Il me dit voilà, ça c'est les platines du terrain vague, c'est les platines de DJ Joe, je te les ramène. Et ces platines, elles ont tourné, elles ont une histoire parce que en fait, j'ai appris à DJ Abdel à mixer, à scratcher sur ces platines aussi d'ailleurs. Ok, bah dis donc, Voilà. elles sont lourdes d'histoire. Ouais. Ça, les gens ne le savent pas, mais enfin, Daniel le sait parce que c'est le premier à le dire. Il y a les très proches qui savent. Et ces platines-là, elles ont vraiment une histoire. D'accord, et bah écoute, bah c'est beau. Hein. Bah, peut-être qu'un jour, vous ferez peut-être une chronique autour de ces platines-là. Mais je crois qu'elles vont atterrir dans un musée, on m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ce serait intéressant en tout cas, peut-être qu'un jour, je sais pas où. Alors, c'est comme le sampler de Dynasty. Le S3002, il a tellement samplé avec, il mettait tellement tous à l'amende dans le sampling, que le bouton, il n'y avait même plus l'écriture du bouton. Non, mais c'est quelque chose. Bah écoute, c'est des machines qui ont marqué. C'est des anecdotes de fou. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, gros big up à tous ces gens-là. Ouais. Et je me demandais du coup, alors peut-être que ça rejoint les voyages dont tu me parlais. On le sait ensuite, donc après le terrain vague et après Radio 7, il y a eu toute la période sur Radio Nova. Tu sais, avec Dynastyle. Le Globo aussi. J'ai fait le Globo avec Dynasty. Je t'en prie, parle-nous du Globo. Avec Dynasty, on a fait le Globo. À l'époque, c'était Massadian. Oui, Jacques. Voilà, qui était un super mec d'ailleurs. Et on n'était pas toujours d'accord sur tout. Mais c'était un monsieur, il était avant-gardiste et on ne peut pas lui enlever ça. D'accord. Donc on a fait le Globo avec Dynasty, on avait fait venir Cash Money. Ok. D'ailleurs, je crois que c'est pas moi qui ai fait venir Cash Money, c'est Dynasty. Bon, moi j'étais là, mais on était lui et moi comme des gamins. Il y a des photos où je suis en photo d'ailleurs avec Cash Money et Dynasty. Okay. J'ai une autre photo. Qui est-ce qui m'a envoyé ça? Je crois que c'est Vincent Cassel. Oui. Parce que lui, il était très actif dans le hip-hop aussi. Il taillait et tout. Il y a des vidéos où on le voit au Globo. Il y a des vidéos sur YouTube où on le voit ses dents. Vincent m'a envoyé une photo que j'avais oubliée où il y a Mantronix, moi et lui. Et il y a une autre photo, je crois, il y a Mos Def aussi. Incroyable. Okay. Et j'ai des photos que je vais t'envoyer. Bien sûr, on les mettra au fur et à mesure. J'ai une photo atomique qui, en 86, à la sortie de la TR-909. Et moi, j'étais déjà très matos parce que j'avais un peu plus de... T'étais à la pointe à chaque fois. J'étais à la pointe... Et on a une belle photo, il y a Solo, moi, Noël, et je crois que l'autre, c'est un autre breaker, un tueur, c'était comme Hervé, je crois. D'accord. Il y a des avant-bras absolus, je crois que c'est Hervé. Bah écoute, avec la photo, je t'enverrai toutes ces photos-là. Les noms, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, quoi. D'accord, c'est mortel. Voilà, le Globo, des soirées classiques pour ceux qui vont se renseigner. Et du coup, je reviens à Radio Nova. Du coup, est-ce que Joe, toi, t'as participé au Dynastyle ou pas du tout? Moi, j'ai décroché en 88. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Angleterre, j'ai décroché. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti? J'avais une autre vie. Moi, j'étais dans les sports automobiles. Je courais en voiture. Enfin, j'étais vraiment la passion des sports mécaniques et tout. Donc moi j'ai décroché en 88 et après il y a toute la jeunesse qui est arrivée après, tout ce qu'on sait et qui ont fait des belles choses. Et est-ce que c'est quelque chose, on va passer à ce que tu as fait après bien évidemment, mais c'est la question que je me pose, est-ce que ça t'a fait mal à l'époque de quitter, est-ce que ça t'a manqué toute cette effervescence de cette époque-là? Quand je suis parti pour des raisons personnelles, des choses qui me plaisaient pas. Ok. Donc j'ai rien regretté du tout. C'était presque une délivrance. Puis avec le temps, la musique, elle te ramène à chaque fois. Bien en sûr. plus, moi, je suis musicien, je suis un peu ingé son aussi. Et l'école aux États-Unis, à Londres et tout ça, ça m'a beaucoup appris. D'accord. Donc ça t'a plus ouvert qu'autre chose, quoi. Ok. Et différentes perceptions du son aux États-Unis qu'en France. C'est vrai, c'est quelque chose. Il y a des ingés. Bon, on a des ingés légendaires en France aussi, faut le dire. Sûr, les Français sont très forts. Il y a beaucoup de Français, de musiciens français qui sont partis faire carrière aux États-Unis, qui sont des bombes atomiques. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est quelque chose. Et du coup, Joe, tu nous parlais de ça. Quel a été ton quand t'es allé dans ces autres pays-là, du coup, tu nous dis donc t'as fait du sport automobile, etc. Est-ce que t'as continué? Le sport automobile, c'était en France. Ah d'accord, excuse-moi, j'avais compris que tu continuais à le faire là-bas. Chose. Désolé, pas de souci. Et du coup, quand t'es arrivé dans ces pays-là, quand t'as continué la musique, qu'est-ce que t'as fait exactement? Tu nous parlais du métier d'ingé, etc. Ah non, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai décroché la musique pendant des années. Ah d'accord, je savais pas ça. Je faisais autre chose, je faisais des courses de bateaux, des courses de offshore, c'est un peu les bateaux rapides sur l'eau, c'était les Ferrari de la mer. C'était des sports mécaniques, c'était autre chose, c'était du... Ok, t'as vraiment du kiff. Oui, non, mais j'ai coupé. Et puis après, la musique m'a ramené. Je t'en prie. Après, mon fils est né en 2002, le 10 février 2002.
Et j'avais repris la musique. En fait, j'ai repris et j'ai arrêté la musique plusieurs fois. J'ai eu plusieurs gros studios. Et j'ai réarrêté la musique il y a 15 ans. Non, c'était en 2003. Ah oui, okay. Je faisais T'as des périodes, quoi. Ouais, des périodes. Et là, j'ai repris la musique il y a 8 ans. J'ai racheté ce studio. J'en ai fait un peu ce qu'il est. Ici, c'est un peu l'Amérique quand tu passes la porte. C'est très bien. Et parce que j'ai toujours collectionné. J'ai beaucoup de claviers, beaucoup de drum machines, beaucoup de samplers, de machin. Oui, les gens ne voient pas autour, mais il y en a un peu partout. Voilà, tu veux faire un tour après. Ici, bien sûr, c'est un musée ici. Exactement. C'est le musée Grévin des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Et que ça devrait. Non, mais c'est le feu. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais de Teddy Riley. Là, on en discutait. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport avec... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Teddy Riley, qui est un producteur légendaire dans la New Jack, qui a fait l'album Dangerous de Michael Jackson. Voilà, c'est très bref, il y aurait plein de choses à dire. Qui a fait Blackstreet, qui a fait B-Fat, qui a fait tous les l'homme aux 708. Exactement. Qui a fait tout le hip-hop depuis... Et comment tu l'as rencontré, toi, du coup, Joe Teddy, c'est très marrant l'histoire. Moi, j'étais en Grèce et je pars à New York avec ma copine. D'accord. Et je lui dis, moi j'étais déjà fan de Teddy Riley avec la talkbox et tout. La talkbox, c'est ma spécialité. Oui, il y en a ici aussi, exactement. Voilà. Et le mec qui m'a d'ailleurs appris à faire de la talkbox, on va dire entre guillemets, il s'appelle Loram. Okay. Un génie de la talkbox, qui pour moi est le plus grand talkboxer français. C'est lui le boss. Que j'ai perdu de vue d'ailleurs, donc big up à Loram, je ne sais pas où il est, mais en tout cas il est quelque part. Parce qu'il faut toujours reconnaître... Exactement, mais c'est important en plus. Après, moi j'ai développé mes skills, enfin mes talents de mon côté, mais il y a toujours quelqu'un à un moment qui te montre quelque chose. Et il faut savoir le reconnaître. Donc j'étais à New York, j'étais à l'hôtel, et j'avais dit à ma copine à l'époque, j'ai dit, moi mon rêve, c'est de rencontrer Teddy Riley. Okay. Je veux juste lui serrer la main, j'ai même pas besoin de... Juste lui serrer la main pour lui montrer mon respect et comment il m'a influencé dans la musique. 2 jours après, je suis dans la chambre d'hôtel et je reçois un coup de fil. Alors attends, non, je rectifie. Avant ça, j'en ai aussi parlé à un copain qui est un peu comme mon petit frère. J'ai un peu mis le pied à l'étrier avec la musique, qui s'appelle Warren Curtis, de Doughty Music, qui est un producteur de génie qui est à Los Angeles. Ça me dit quelque chose pour ça, le nom me dit... Warren Curtis, le nom me parle, on va dire que c'est mon petit. D'accord. Un peu comme Abdel et tout. C'est ça. Fort. Et Warren, il est copain avec le fils de Michael Jackson. Il faut savoir que Michael Jackson a eu un fils. Son seul vrai fils s'appelle Brandon, qui est là. Le dessin, là. D'accord. Voilà. Donc parce c'est pas... Michael, alors, je te fais la petite histoire. Michael, Michael, quand il a fait Thriller, il a eu une petite aventure avec une des choristes qui s'appelle Mickey Howard, qui est la chanteuse de jazz. Okay. Et ils ont eu Brandon. Et comment ça s'appelle ? Warren est copain avec Brandon, qui avait entendu des prods que j'avais faites. Et Warren a travaillé avec Teddy Riley. Incroyable. Parce que quand tu es à Los Angeles, c'est sur place, c'est très facile. C'est pas comme en France, où pour joindre un tel, il faut... Même au niveau des contrats, ils sont plus tout cool. Tout est facile, il n'y a pas de... Je me la raconte pas, le même délire. C'est accessible. Et Warren me dit, mais moi je connais Teddy Riley. J'ai dit, écoute petit frère, tu vas me faire un plaisir, tu vas me présenter Teddy Riley. Je veux juste lui serrer la main. Donc j'avais demandé à ma copine qui voulait me faire plaisir, qui était assez puissante, et à Warren. Et le premier qui m'a eu le contact avec Teddy Riley, c'est Warren. Ah ouais, ok. Voilà. Ah bah, et donc, le monde est petit, quoi. Voilà, il a entendu. Et je suis à New York dans l'hôtel et je reçois un coup de fil. Je décroche dans la chambre. Hein. Et c'était dans la chambre, c'était sur mon portable, je ne me rappelle plus. Enfin bref, et il me dit, hi, Teddy Riley. Enfin, je dis, oui, c'est ça. Et je raccroche. Je ne croyais pas du tout. Truc de ouf. Appelle, et c'était Teddy Riley. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, on a sympathisé au téléphone, on a parlé longtemps. C'est un mec qui est très ouvert, très humble, très à l'écoute et tout. C'est en quelle année exactement là Ça, c'était il y a 6 ans. Ah, c'est récent, d'accord. 6 ou 7 ans. Ok, mortel. Okay. Voilà. Ah ouais. Après, Teddy, on est devenus copains, je lui ai envoyé des choses. Il m'a dit « I love everything you do ». Ok. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas, ou est-ce qu'il a voulu me flatter un peu, mais en tout cas, il est très diplomate. Ça doit pas être le genre à mentir, je pense, Teddy, là-dessus, quand même. Il y a peut-être quelques trucs qu'il a aimés. Et donc, on est devenus copains, bon an, mal an, comme ça, et puis on est devenus très copains, et on est devenus amis. Après, il est venu chez moi à Londres.
Ok. Tu tapes sur YouTube Sir George et Teddy Riley, tu verras plein de On choses. mettra, oui, parce que tu te fais appeler Sir George, il faut le dire En pour fait, les c'est gens. lui qui m'a voilà. baptisé quand il est venu au studio. Il m'a dit You are Sir George. Ok. Il est venu au studio Tu vois. et j'ai gardé ce nom de producer name de Sir George. Ok. C'est beau Et, quand même, c'est une belle histoire. C'est marrant. Franchement. Et Ok. donc, tu tapes sur YouTube, tu verras plein de trucs. On On mettra est le à petit Londres, carré. on est à Miami. J'ai été le voir parce qu'il avait fait le mariage de sa fille, Déjà, elle s'appelle Déjà, qui est, je crois, multi-championne du monde de Kung Fu d'ailleurs. Fille de Teddy Riley, il faut le savoir. C'est quoi cette famille? Et qui est mariée avec un mec des forces spéciales, un Navy SEAL ou un Marines. Et donc, moi, j'ai débarqué à Las Vegas parce qu'il y avait le mariage de la fille de Teddy. Et j'ai rien dit. Donc, tout ça, c'est filmé sur YouTube et je fais la surprise à Teddy. Enfin, c'était très drôle. Bah, tu nous fileras les liens, on mettra les carrés. Tu tapes Sir George et Teddy Riley et tu vas on trouver mettra, il des n'y a trucs. pas de souci. Ok. Et c'était très drôle parce qu'on a fait le mariage donc, chez lui et j'ai eu le droit, j'avais les Blackstreet, j'avais tous les plus grands groupes qu'il a produits. On avait un concert que pour nous. C'était extraordinaire. On était à table avec lui, avec sa maman que je salue, qui est une dame incroyable. La maman de Teddy Riley, c'est la patronne, un peu comme ma mère ici. Oui, bah de toute façon, les mamans. Et voilà l'histoire avec Teddy. On est devenus copains. Et il est venu à Paris d'ailleurs il n'y a pas longtemps. On a fait un beau dîner aussi chez moi. Franchement. Et voilà. L'histoire avec Teddy. Bah super, bah merci Joe pour toutes ces anecdotes, franchement, voilà. Et allez fouiner, pour ceux, on ne sait jamais, s'il y a des gens qui connaissent pas Teddy Riley, allez vous renseigner, c'est hyper important. Tout le monde connaît Teddy Riley. Oh, je t'assure que non, malheureusement. Malheureusement, non. Donc voilà, allez voir parce qu'il y en a qui connaissent pas. Joe, on arrive bientôt à la fin de l'interview. J'avais une question, je viens d'y repenser. Avant-hier, ou avant-avant-hier, je sais plus, j'ai vu EJM, qui est un ami, voilà, qu'on salue très fort. EJM m'a dit qu'à une époque, tu avais un magasin de disques. J'ai monté plusieurs magasins de disques. Ok, parle-nous un petit peu de ça, si tu peux, Joe. Ça, c'est une vieille époque, ça. Il y en avait un, le premier, je crois que c'était Sound Record. Ok. Rue des Prêcheurs. En fait, le patron, c'était Xavier, qui est un copain, qui était un peu comme un petit frère aussi. Et même les étagères du magasin, je crois que c'est mon beau-père qui les a fait, pour te dire. Donc, toujours en famille, voilà. toi. Après, on avait engagé Ignace, qui est un méga DJ. Lui, c'est un tueur à gages. Ignace, c'est un tueur. Big up, okay. En DJ, Ignace. Et Ignace, pareil, je lui ai montré le mouvement, comment on mixe comme Abdel, comment on mixe deux disques au tempo. Ignace, c'était pas trop un scratcher. C'est un mec qui est très, très cultivé. Il aimait vraiment le... comme Abdel d'ailleurs. Oui. Il aimait vraiment la funk, la soul, le R&B. Ignace, il arrivait au passage de la funk et du R&B. D'accord. Donc il est plus animateur de soirée, entre guillemets, on va dire. Non, Ignace, c'est un vrai DJ. Ok, quand même, il maîtrise. Met beaucoup à l'amende. Je te le dis, il est très fort, Ignace. Okay. Et donc, Ignace est arrivé, il était tout fin, tout jeune, plein d'enthousiasme et tout. Donc, je lui ai appris à mixer d'ailleurs. Mortel. Et comme Abdel, l'histoire, c'était très marrant. On était trois copains du 19e. Il y avait DJ Dynasty, il y avait Jean-Michel Tibi. Tous les grands prix de F1 que tu vois à la télé, c'était Jean-Michel. D'accord. Qui est un gros ponte, un caméraman. Et on était tous dans le 19e. Et moi, j'étais copain avec le frère d'Abdel, en fait, Kamel, qui est un amour. Et je crois qu'Abdel habitait au premier étage, d'ailleurs. Et un jour, quand j'ai décroché, j'ai amené, parce que Abdel, il venait aux soirées, il nous voyait avec Cut. On avait fait, avec Dynasty, on avait fait la Cigale, d'ailleurs. Ok. On a fait un gros concert à la Cigale qui s'était pas bien passé. Il y avait les Dynasty, moi, les Necks plus Ultra, et dans l'assistance, on avait des mecs du rock et du punk. Alors, je te dis pas. Et il y avait la SP12 et la 440 et la TR-808 qui envoyaient tout, des beats et hip-hop, et les mecs, ils lisaient le journal devant la scène pour nous manquer de respect. Ils se mettaient devant, ils lisaient le journal, genre... Donc, il nous envoyait des bouteilles. Et je me rappelle une anecdote. Noël, en rappant dans le rythme, a rattrapé une bouteille, une canette, et lui a renvoyé. Ça fait bonch, bonch, bonch. C'était très drôle. Et donc, des anecdotes, j'en ai plein. Yes, donc, pour en revenir à Abdel, donc moi, un jour, j'aimais beaucoup Abdel. J'aime toujours beaucoup, d'ailleurs. Et je lui ai filé mes platines, donc celle-là, toujours la même. Ok, de toute façon. Et des vinyles, qu'il a toujours, d'ailleurs. Ok. Et... D'ailleurs, si tu peux me rendre mon album de Mac Band, Roses Are Red, ce serait bien. Non, je plaisante. Et donc, j'ai montré à Abdel le mouvement comment on met deux disques au tempo, le mouvement du scratch, parce qu'Abdel, il breakait, il smurfait. Et bien, hein. Ouais, il avait. Et c'est comme ça qu'Abdel a démarré.
Et bah écoute, gros big up à Abdel donc, en tout Dynasty cas. était là, et il le sait, les très proches le savent. Oh, ouais, non, mais tu demanderas à Daniel et je pense qu'il te le dira. C'est important. Bah écoute, en tout cas, si un jour on arrive à se caler une interview, ce serait un plaisir. Ouais. Et du coup, donc voilà, gros big up JM aussi sur. Est-ce que tu as eu d'autres, parce qu'on a parlé des magasins de disques, ça c'était vers quelle année? J'en ai monté un autre rue Saint-Denis. C'était dans les années 80-90 ça? Ça c'était après ça. Ok, d'accord. Quand j'étais une période, je suis revenu un peu en France et j'avais monté un magasin de disques rue Saint-Denis et j'ai un copain, Mehdi, qui vendait des fringues hip-hop. Comment ça s'appelait? C'était au fond de la galerie, on avait monté un magasin. Et à l'époque, il y avait Boussole, j'avais encore des anciens qui venaient. Boussole. Boussole. Ok, d'accord, ok. Le vrai Boussole. Okay. Big up à Boussole d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas vu depuis des années, lui. Ok, pas de souci. Et il y avait vraiment les anciens qui venaient. C'était là les premiers remixes de Brandy que j'ai fait. La chanteuse américaine, je les ai fait au fond du magasin avec un synthé et un sampler. D'accord, ok. Ouais, vraiment toujours rudimentaire. Ok, non, mais de toute façon, l'artisanat, c'est toujours bien. Et écoute, Joe, je te remercie beaucoup pour toutes ces anecdotes-là. J'ai juste une question de fin, la question traditionnelle. Alors, tu réponds à ta façon, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un petit peu pour illustrer l'invité, si tu veux, à chaque fois que je pose cette question-là. Est-ce que tu aurais quelques projets, alors 4 ou 5, voilà, après tu peux déborder, c'est comme tu veux, quelques projets qui te viennent en tête, que ce soit des albums, des EP ou même un single, mais voilà, des petits projets qui te représentent. J'ai un EP qui va sortir de funk, à ma funk à moi, funk R&B, et ouais, j'ai quelques petits trucs, mais pour le plaisir, parce que moi j'ai d'autres activités, et la musique ça a toujours été un plaisir. Le studio ici, c'est pas un truc commercial. J'ai essayé de le rendre commercial, mais ça a été très compliqué. Parce que quand tu n'es pas sur place, les gens font ce qu'ils veulent. Après, bon, c'est compliqué. Mais ouais, j'ai quelques trucs en... D'accord. Donc là, tu parles de tes projets à toi. Tu as des choses en préparation quand même. Une chanteuse aussi. Enfin, quelques trucs. Et c'est mortel. Voilà, déjà, c'est mortel de savoir que tu es toujours en activité. Alors peut-être que les gens... Voilà, je me suis mal fait comprendre. Je suis désolé, Joe. La question, c'était si tu as des projets vraiment, des albums qui ont compté dans ta vie, tu sais. Mais c'est pas grave. Hein. Tu as très bien répondu, c'est pas grave. Des albums américains, tu veux dire? Peu importe. Toute musique confondue. 4 ou 5 projets qui te viennent en tête comme ça. En France, moi je vais te dire, en France, l'album qui m'a... Moi je suis plus musique américaine, mais en France il y a des trucs très forts. Et l'album qui m'a vraiment... Les rappeurs que j'aime, bon, IAM, obligatoire. C'est riche, hein, de toute façon. Bon, IAM c'est le truc. NTM, bon. Tout le monde, c'est les boss. Avec IAM, ça c'est les deux groupes que moi je. Oui, de toute façon, c'est ton avis. Il y a pas de hip-hop avant. Moi, je les ai connus. Enfin, j'ai pas connu IAM, mais j'ai connu Joey, ton frère Didier. Je me rappelle à l'époque, moi j'étais DJ. Une boîte, c'était Rocco Martin, s'appelait le Rock'n'Roll Circus ou le Rose Bonbon. J'étais DJ l'après-midi, moi, avec Marco. Oui. Marco, qui est notre patron, c'est le patron de la funk. Et Didier, je me rappelle, il smurfait. C'était un smurfeur grave. Magnifique. Il tuait grave. Il y a des vidéos, vraiment, on dirait une pieuvre. Il est incroyable. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait du son pour Assassin, moi aussi. Ah, okay. Et d'ailleurs, Solo m'a dit il n'y a pas longtemps, il l'a dit devant, mais on était un peu de monde, et il a dit le seul mec qui nous faisait des beats carrés, c'était DJ Joe. Ça m'a fait plaisir parce que j'avais oublié en fait. Okay. C'est tellement vieux que moi j'ai la cinquantaine passée. Donc, non, mais c'est mortel. Voilà. Bon, en tout cas, tu as bien roulé ta bosse. Un petit peu, ouais. J'ai fait d'autres trucs encore, mais bon, on s'en fout. Mais c'est... Pas là pour se mettre en avant, mais voilà. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà, je remercie OGM qui nous a présenté. Voilà, je remercie Scott aussi parce que c'était aussi, entre autres, un des événements organisés par Scott. Donc, c'était pour soutenir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour soutenir l'un des membres des Actuelles Forces, donc Fox. Voilà, et c'était un bel événement, on s'est tous retrouvés. Voilà. Et voilà, avant de terminer, très important, j'allais oublier. Qu'est-ce qu'ils étaient forts, les Actuelles Forces. Voilà. Je me rappelle, qu'est-ce que c'était des tueurs. Actuelles Forces. J'arrête pas d'appuyer sur le bouton, je suis désolé. C'est pas grave. Du coup, voilà, par rapport à l'événement, donc j'allais parler de DJ Impact, Liliane, donc tout le collectif de DJ, tu sais, Culture DJ, tout ça, tout ce collectif-là. Ah, quand je suis venu à Ivry, là. Voilà. Ah oui. Et à la fin, ils ont dit, là où j'ai reconnecté, là. Culture DJ, okay. Voilà, mais bon, après. Il y a le frère, il y en a un qui est très fort, que j'ai bien aimé, qui est très précis, c'est le frère de Lil Pop.
DJ Impact. Ah, c'est lui. DJ Impact. Lui, il est bien. Lui. Voilà, il est bien parce que c'est précis, c'est propre. Y a pas de, tu vois, il n'y a pas de fioriture. C'est bien clair. Écoute, non, mais c'est je lui ai dit d'ailleurs, il est très fort. Et puis ils sont archi sympas en plus. En plus d'être talentueux, voilà, c'est vraiment des crèmes. Oui, non, j'avais pas capté que tu parlais parce que tu sais, moi j'ai décroché et je me suis retrouvé à venir à Ivry. Oui. Par hasard, parce que j'ai entendu que Fox avait un souci. Donc ça, on laisse pas. Faut faire quelque chose. Et je suis venu pour ça, parce que j'étais même pas censé venir. Non, mais c'est mortel. Et non, là, mais après, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Il y a un truc qui s'est déclenché. Lui, il m'a fait un big up. Dynasty, enfin, après 35 ans, a expliqué les choses. Et il y a un truc qui s'est déclenché. Il dit, bon, allez, je vais pas repartir, je vais rester un petit peu et on va voir comment ça se passe. Et d'où le fait qu'on est là en interview, parce qu'on s'est connus. Exactement. Non, gros big up à tous ces gens-là. Et puis, force à Fox, hein, bien évidemment, et aux actuels. Voilà. Et du coup, Joe, donc, tout à l'heure, tu m'as parlé aussi de certains Zulu King que tu souhaitais dédicacer. Je t'en prie, Joe, voilà. si t'as... Bon, le premier, c'est Dynasty. Bon, on n'en parle même plus parce que c'est tellement un monument de tout. Oui, puis on a parlé de lui aussi pendant l'émission. Dynasty... Bon, Sydney a tout démarré, mais il faut savoir que Dynasty, dans le hip-hop, c'est lui qui a tout démarré avant tout le monde. Et en fait, oui et non, parce que Dynasty, c'était un chemin, Sydney, c'était un autre chemin. En plus, Sydney, c'est un multi-instrumentiste, il joue, je crois, 13 instruments. Ah oui. Donc, voilà. Mais il y a un Zulu King qui était là depuis le début. Okay. Il nous cassait les pieds, mais on l'adorait. Qui était là depuis le début, du terrain vague au Globo, après Globo, avant Globo et tout, qui est très copain à l'époque avec Bambata, avec tout le monde. Et c'est King Jaid. D'accord. Voilà. Ok. Et lui... Qui est un Français, du coup, il est Français, King Jaid Oui, d'accord. Il était 11 fois champion du monde de boxe thaï. Ok. Il est tout petit, mais tu blagues pas avec lui. Ah bah de toute façon. Et King Jaid, voilà, il a fait partie du mouvement. C'était King Jaid, il nous cassait les pieds, mais aujourd'hui il est toujours là. Et là, il est en train de faire... il m'a appelé de Thaïlande pour me féliciter suite à la vidéo... Bien sûr. Où on s'est connus, nous, exactement. À Ivry. Non, à Vitry. Ivry sur scène, tout à fait, dans le 94. L'événement de Lil Pop, voilà, que j'ai découvert, qui est merveilleuse. Bien sûr. Et il m'a appelé, il est en train de fêter les 50 ans de la Zulu Nation. J'ai pas pu y aller. Et donc, je fais un gros big up à King Jaid, qui est un grand activiste du hip-hop. Et voilà, c'était important. Tu m'avais parlé de lui, voilà, c'était important de dédicacer. Et écoute, Joe, je te remercie beaucoup. Voilà, c'était un plaisir. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier aussi. Je t'en prie. Alors, quand je fais une soirée, c'est le mec que j'appelle, qui nous déchiquete. Il nous passe de la funk atomique, qui s'appelle Lord Funk. D'accord. Tu connais Romain? Non, pas personnellement. Lui, ça fait 30 ans qu'il est là, mais dans l'ombre. Et moi, à l'époque, je ne me rappelle pas de lui, mais on est devenus copains, on est devenus amis même. Okay. Et Lord Funk, c'est un peu dans la lignée de Chabin, de Sydney, des mecs, de moi. Okay. Moi, j'ai 17 000 vinyles. Sydney, il en a 25 000. Daniel, il en a 32 000, ou je ne sais plus combien. Alors, Chabin, je ne te dis même pas ce qu'il doit avoir, lui. Ah oui, bah, de toute façon. Mais c'est dans la lignée de... Et je veux faire un big up à Lord Funk, parce que Lord Funk, c'est Lord Funk quand même. Non, mais c'est important. Bah, tu sais, nous, dans The Dark House, on est là pour ça aussi. Il se bat. C'est le mec qui m'a convaincu d'acheter une presse à vinyle. En fait, c'est même pas convaincu, c'est grâce à lui, si je vais le faire. C'est un mec qui est très activiste dans le vinyle et qui mixe d'ailleurs, qui fait ses soirées, c'est du vinyle. Oui. Et ça, c'est des vrais activistes et il faut respecter Parce ça. qu'il y a de moins en moins de DJ, effectivement. Maintenant, ils ont tous du Serato. Alors, je peux comprendre, hein, c'est plus pratique et tout ça. Il y a pas de... Je critique pas. Tu vois, c'est comme moi, mais tu as vu au mur, c'est un musée ici. Tout à fait. Bah, de toute façon, on prendra une 150 synthés. Et quand je fais des prods ou des morceaux, je sors mes synthés, je sors mes drum machines, je sors mes MPC. À l'ancienne. Je sors ma Studio 440, mes SP12 et machin, et je bosse avec le matos. Et Lord Funk, c'est un peu la même chose. Lui, c'est vinyle. En plus, c'est un super DA. Okay. Et on doit faire le EP de Funk, c'est avec Lord Funk que je le fais d'ailleurs. D'accord. C'est lui qui m'a tanné parce que moi je fais de la musique pour me marrer. Ouais. Et il m'a dit mais Joe, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu sortes un truc. D'où le EP qu'on doit sortir et c'est Lord qui va un peu gérer tout ça. D'accord. Avec mon manager. Et bah écoute, grosse dédicace à Lord, hein, franchement. Et bah Joe, on va clôturer ici. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Je pensais pas faire cette interview, je pensais pas me ramener dans le truc. Il y a un talent que j'ai découvert. Ouais, ok. Scott, parce que Scott, c'est le vrai. Fais attention au micro, Joe, qu'on t'entende bien. J'ai un talent que j'ai découvert grâce à Scott. Ok. Elle s'appelle Shane B. D'accord.
Ok. Et elle Ici tabasse, présente, comme du dirait coup. Dynasty, elle tabasse. D'accord. Ok. Et elle tabasse. Elle est ici présente, elle est là. Exactement. On a Eh fait bah, un écoute, test gros big up, aujourd'hui et on était waouh. Comme ça. Ok. Et bah écoute, bah vous ferez suivre. Au Bon, pire, ouais, hein, si, j'espère qu'on va travailler ensemble en tout cas. Et bah c'est mortel, c'est mortel. Bah Joe, je te remercie 1000 fois. Je t'en prie. Vraiment, c'était mortel. Avec je te plaisir. remercie 15 000 fois. Merci à Scott ici présent. Hein. Merci à Osmose, toujours là. Hein. Osmose que vous connaissez, voilà, qui est là pendant certaines chroniques aussi, et puis qui est toujours là pour épauler. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah! Yeah. Ok, alors c'était juste pour vous présenter officiellement les nouveaux membres qui sont là, les 5 nouveaux membres qui sont là, qui ont accepté de venir rejoindre l'association Culture DJ. Alors, il s'agit de monsieur Lion Scott, s'il vous plaît. Ensuite, il s'agit de monsieur Fox, s'il vous plaît. Ensuite, il s'agit de monsieur DJ Joe. Voilà. Ensuite, nous avons monsieur Dynasty. S'il vous plaît, la famille. Et pour conclure, nous avons Dan de Ticaret. Alors, je vais mettre une parenthèse parce que je vous disais, pendant la musique tout à l'heure, il y a 3 personnes dans le hip-hop qui m'ont fait. Ok. Mais vous n'êtes pas DJ déjà? Il y a Dan, il y a Monsieur Dynasty et il y a Monsieur Joe. Parce que ce qu'il faut savoir, les gens, ils savent pas ce qu'il faut savoir, c'est que Joe est l'un des premiers DJ aussi sur la planète du hip-hop français. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Allez, Bravo. On va se régler après, les gars. Lui, j'allais acheter mes chaussures chez lui. D'accord? Lui, je dansais déjà dans ses blocs parties. Et voilà. La deuxième du Globo, j'étais comme ça. Oh, ça existe vraiment? C'est ça qu'on appelle? Ah oui, donc voilà. Merci. Après, il y a le petit. Merci. Merci à vous, On n'est messieurs. pas de la même génération, c'est pas. Un petit mot. Je ne veux pas faire le speaker, Dynasty. mais je voulais... Vas-y, je t'en prie. Je voulais annoncer que Georges, tu vois, DJ Joe, les block parties, les free jams au terrain vague de la Chapelle, elles ont existé que parce qu'on a mis nos forces ensemble et que... Bravo, bravo, bravo. Et bah ça rejoint. C'est ça la vérité et il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup. Ceux qui étaient là le savent. Merci beaucoup, Dynasty. En tout cas, ça rejoint. C'est vraiment dans l'éthique et dans l'esprit vraiment de culture DJ, à savoir le hip-hop, le partage, la transmission, les valeurs et le respect. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, vous connaissez à présent. Allez sur les réseaux, Facebook, likez, Culture DJ. C'est comme ça que ça se passe.